Ma première question, Olivier, serait tout simplement de te présenter brièvement qui tu es, qu'est-ce que tu fais, ton parcours un petit peu, peut-être ton parcours académique aussi, puis dans la préparation physique pour que les gens puissent en savoir un peu plus sur toi. Ouais, bah écoute, mon parcours, j'étais un ancien sportif de haut niveau, puis écoute, après j'ai repris les bancs de l'université. J'ai eu mon master 2 en 2006 à l'UFR STAPS de Montpellier, puis j'ai passé des BE1, BE2 dans le hand, la muscu, l'entraînement physique. Et puis après, j'ai ouvert ma société pendant quelques années, 16 ans. On a fait de la préparation physique, des bilans. J'étais associé avec un kiné et on faisait des bilans morphodynamiques et on essayait de comprendre un peu la biomécanique de nos sportifs avant de leur proposer des programmes. Et c'est super intéressant parce qu'on s'intéressait à plein de choses, tu vois, sur leur fonctionnement. Et puis après, j'ai voulu reprendre un peu le chemin universitaire et donc je suis reparti pour faire une thèse que j'ai soutenue en 2018 qui parlait plutôt de la charge d'entraînement, puisque je m'occupais d'un club de handball pro à Montpellier et que j'avais besoin d'avoir des réponses sur des blessures qui arrivaient à des moments, sur des états de forme un peu différents. Et donc, ça m'a demandé de me remettre un petit peu dedans. Voilà. Donc, une thèse qui a été encadrée par Jacques Priou, qui était sur Rennes, qui était un ancien handballeur. Et puis voilà. Et puis depuis, maître de conférence associé à l'UFR STAPS à Montpellier. Et depuis 4 ans maintenant, responsable de la cellule recherche et performance à la Fédération française de handball. Et je m'occupe aussi parallèlement de l'équipe de France A masculine. Ok, un beau palmarès. Ouais, écoute, ça fait 25 ans, tu sais, je suis un peu âgé, donc il y a un peu de temps qui est passé, quoi. Et j'aimerais savoir pour toi, qu'est-ce qu'un bon préparateur physique? Ah, c'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. C'est une question qu'on a eue même récemment, là, tu vois, sur une formation que j'ai faite il n'y a pas longtemps. C'est difficile de répondre à ça. Est-ce que c'est les compétences liées à des connaissances, à de l'expérience, les deux? C'est très complexe. Je pense que je milite quand même un peu sur le fait qu'on peut avoir des gens qui n'ont pas forcément un cursus universitaire, mais qui sont très bons parce qu'ils se posent de bonnes questions, parce qu'ils ont un environnement qui favorise plein de choses. Donc voilà, il faut minimum une carte professionnelle et un petit cursus quand même. Mais on peut être très bon même si on n'a pas fait de cursus universitaire. Après, je ne vais pas te cacher que le fait de faire un cursus universitaire, ça permet aussi d'asseoir des connaissances beaucoup plus précises, de rester à jour de la littérature et de voir un peu ce qui se fait de mieux et ce qui bouge, parce qu'on est dans un milieu qui bouge tout le temps. Donc, je suis un peu entre les deux. Je pense que quelqu'un, même s'il n'a pas de gros diplôme et qui fait l'effort d'échanger beaucoup avec des collègues, avec d'autres disciplines, qui s'intéressent à la littérature, peut être très très bon, surtout s'il est assez pédagogue et qu'il arrive à changer les méthodes et qu'il se pose beaucoup de questions. Après, un étudiant qui va sortir d'un bac plus 5, voire plus, et qui là aussi se pose beaucoup de questions, peut être très bon. Donc, je suis un peu partagé sur la question. Je pense il y a des gens qui sont toujours très investis. Et je pense que le plus important de tout, c'est d'être passionné. Si on est passionné, ça veut dire qu'on va prendre du temps à lire, à écouter, à échanger dans notre domaine de compétences, même en dehors de nos domaines de compétences. Et je pense que ça, c'est la clé de ce métier, quoi. Justement, tu as un peu anticipé ma sous-question qui était si tu avais un seul élément pour toi que doit absolument avoir un bon préparateur physique, ce serait quoi? Des connaissances solides en physiologie, en anatomie. Enfin, on fait un métier où on intervient sur des corps humains, sur des hommes, sur des femmes, sur des corps humains, sur des enfants. Mais ça veut dire qu'il faut comprendre à qui on a affaire, en fait. Et je le dis souvent à mes étudiants, quand vous travaillez avec des jeunes, il faut savoir c'est quoi un jeune. Quand vous travaillez avec une femme, c'est quoi une femme? Quelles sont ses particularités? Quand vous travaillez avec un homme, c'est quoi ses particularités? Et surtout, quand je vais proposer des méthodes d'entraînement, une programmation, c'est de se dire qu'est-ce que j'essaie d'influencer, qu'est-ce qui va se passer dans son corps et comment je peux essayer de monitorer tout ça, tu vois. Donc, je pense des connaissances quand même de base assez solides en anat, bioméca, physio. Hein, ça fait un peu vieux jeu, mais je pense que c'est très important. Et après, au final, en termes de spécificité, ça peut aussi être différent pour les enfants entre eux, différent pour les femmes entre elles, différent pour les hommes entre eux. Bien sûr, bien sûr. Et après, de toute façon, ça demande de s'intéresser dans l'environnement où on va évoluer et de se dire, ben voilà, si là je suis responsable de jeunes prépubères,
eh ben, il faut que j'aille chercher le plus d'informations possible là-dedans. Si demain, je vais travailler dans le rugby, ben, il faut que je comprenne mieux ce qu'est l'activité rugby. Je pense qu'aujourd'hui, ça se structure pas mal. On a des gens qui sortent de la fac et on a des fédérations maintenant qui font leur propre cursus de formation spécifique qui permet aussi d'aider ceux qui rentrent dans la préparation physique. Mmh. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te demanderait dans quel but placer de la préparation physique dans différents sports? Quel Ben, intérêt? on a qu'un seul but, c'est améliorer la performance de notre athlète. Mais quand je parle de performance, c'est la performance spécifique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et là je trouve que c'est un peu les dérives qu'on peut avoir dans ce métier, c'est-à-dire qu'on est bardé de tests physiques, on est bardé de capteurs, on est bardé de data, on en parlera peut-être tout à l'heure. Ok, tout ça, il faut prendre des mesures, il faut prendre des notions, c'est important de faire du suivi. Mais ce qui est important, c'est qu'on s'intéresse toujours à est-ce que ça entraîne des modifications dans mon activité et est-ce que je fais progresser mes athlètes dans mon activité. En fait, c'est ce qui m'anime tous les jours. Faire monter des niveaux de force, faire monter des niveaux de puissance. S'il n'y a pas de transfert dans l'activité, en tout cas pas de transfert de performance dans une discipline, ça n'a que très peu d'intérêt, je pense. Voilà. Justement, je rebondis un peu quand tu parles de tests. Moi, j'ai toujours cette réflexion j'ai l'impression que on peut voir beaucoup de personnes mettre en place énormément de tests, mais au final, ils en utilisent que très peu, voire pas du tout. Comme si, en fait, si tu n'utilisais pas de tests, tu passerais pour quelqu'un d'incompétent. Mais est-ce que c'est réellement utile de faire énormément de tests alors que peut-être au final, tes tests, tu pourrais juste les faire en observant les joueurs lors d'un entraînement, lors d'un match, sans spécialement faire beaucoup de tests? Je pense qu'on est un peu dans l'entre-deux. J'aime aussi monitorer un peu, tu vois, les joueurs pour savoir à qui j'ai affaire, parce qu'il y a quand même des dimensions qu'il faut aller mesurer, je pense. Aujourd'hui, la techno nous permet de le faire. Maintenant, je vais te dire ma réflexion depuis quelques années. Au début, j'en faisais plein et je me disais ça, c'est utile, c'est utile, c'est utile, il faut vraiment le faire. Puis après, je suis passé dans une phase où je me suis dit non, là, je vais garder que ça c'est nécessaire, ok, ça c'est important. Et puis maintenant, je suis juste sur l'indispensable, ce qui me permet de me dire, ok, là, il vaut mieux que je travaille un peu ça pour lui. Et puis dans le monitoring, me dire qu'est-ce qui est important pour que je puisse continuer, tu vois. Donc en fait, j'ai été, mais je pense comme tout le monde, à fond dans les tests au départ, à me dire il faut que je mesure toutes les dimensions dans tous les sens. Et on s'y perdait parce qu'au final, on ne sait pas trop ce qu'on en faisait. Et puis, je crois qu'au final, maintenant, j'en fais de moins en moins. Mais par contre, quand je le fais, c'est vraiment indispensable et ça doit me donner des éléments de réponse à transmettre aux entraîneurs. Et quel type de test tu pourrais faire, par exemple? Alors, il y en a plein aujourd'hui avec la techno, tu vois. Alors, ça dépend si c'est de l'évaluation, si c'est du suivi de monitoring. Je le disais encore une fois là sur une dernière formation. Aujourd'hui, tu vois, de faire des profils pour savoir un peu à qui j'ai affaire, ça peut m'intéresser pour me dire, OK, cette personne a peut-être plus besoin de travailler certains compartiments de la force, par exemple. Tu vois, tous les travaux de Samosino, Jean-Benoît Morin, tout ça, ça reste quand même des choses assez pertinentes. On s'est équipé à la fédération de plateformes de force 2080 pour essayer de travailler autour de ça. Mais on le fait ponctuellement, tu vois. Et puis après, c'est plutôt de petits matériels, des petits dynamomètres que je peux amener avec moi, qui me permet par exemple de faire un suivi sur de la force de préhension, parce que j'ai vu que c'est des choses qui peuvent être faites très facilement et me donner des indicateurs intéressants, ou alors des capteurs de vitesse, parce que j'ai besoin de challenger un peu les mecs sur de l'entraînement. Mais tu vois, ça va être relativement simple. Et je ne vais pas partir avec 3 valises de matériel sur tous les déplacements parce qu'aujourd'hui, je ne retiens que ce qui est vraiment très important. Mais tu vois, par exemple, tes tests de préhension, est-ce que c'est quelque chose que tu vas mettre de façon quotidienne ou que tu vas un peu faire au feeling une fois dans la semaine ou à quelle fréquence tu mets ça en place? Parce qu'au final, les tests, l'objectif, c'est de pouvoir les répéter pour assez Ouais. fréquemment, ce qui est pas toujours évident à mettre en place avec des sportifs pros. Tout à fait. Non, mais écoute, j'essaie de le faire le plus souvent possible. Aujourd'hui, je m'occupe pas d'un club pro, tu vois, je m'occupe d'une équipe nationale. Quand je l'ai avec moi, j'essaie de le faire quasiment tous les jours. Et puis, bah, s'il y a un jour où je peux pas parce qu'il y a d'autres priorités et qu'à ce moment-là, c'est pas possible, bah, je le fais pas. Je le ferai le lendemain. Mais j'essaie de garder le plus souvent possible. Le problème de l'évaluation comme ça sur le suivi, c'est que si tu le fais une fois par semaine sur 4 semaines de compétition, tu n'as que très peu de recul et en fait, tu ne vas pas y voir très clair. Ce qui est important, c'est de le faire le plus souvent possible. Mais encore une fois, je
Je ne suis pas à cheval sur le faire vraiment, vraiment, vraiment tous les jours. J'essaye. Et puis des fois, ça passe un peu à la trappe parce que les entraîneurs ont besoin de plus de temps, parce qu'il y a quelque chose qui est tombé à la dernière minute et qu'on n'a pas le temps de le faire, mais c'est pas très grave. Mais tu vois, les réflexions que je me fais sur ce genre de test de force, je me dis toujours à quel point les athlètes vont jouer les jeux de faire à chaque fois force max. Parce qu'en fait, il suffit qu'ils ne le fassent pas toujours, bah, ça va fausser complètement tes Bien sûr. interprétations. Ouais, bien sûr, et c'est pour ça que j'ai arrêté le CMJ, par exemple. Parce que le CMJ, il y avait quand même des risques de blessures, il y avait nécessaire de s'échauffer un petit peu quand même si c'est pas long. Et puis derrière, c'était motivation dépendante. Donc, c'était un peu. Voilà. Sur le grip, c'est beaucoup plus simple, en fait. Il se challenge, il y a vraiment. Allez, je vais essayer de faire plus que toi, etc. Tu donnes deux consignes très claires, le plus vite, le plus fort. Et puis les mecs jouent le jeu. En tout cas, pour moi, pour les mecs que j'ai en ce moment, c'est le meilleur outil que j'ai pu savoir pour le suivi. On a d'autres choses, on a des questionnaires et tout ça, mais sur le petit testing, pour moi, c'est très simple à mettre en place. Ça se challenge et j'ai pas des problèmes de motivation, donc c'est pas mal. Ouais, bah, tu vois, moi, de base, je m'étais dit début d'année, je vais faire aussi CMJ, tu vois. Et puis, j'ai fait le test au début, et puis je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit pareil, en fait, enfin, je vais devoir échauffer automatiquement tous les joueurs, puis tous les joueurs doivent passer sur quoi? Un, deux sauts, une fois par semaine. Mais en fait, Non. c'est pas possible. Donc là, je suis resté sur les questionnaires et j'essaye au maximum d'avoir de la confiance mutuelle avec le gars et de voir, en plus du questionnaire, échanger avec lui tous les matins. Au moins, ça me permet de savoir s'il te fait confiance. C'est peut-être ça le plus fiable. J'avais vu aussi le grip. C'est vrai que ça peut se mettre en place, mais encore une fois, il faut que les gars jouent le jeu. C'est clair que la compétition, ça peut pousser les mecs à être à fond à chaque fois, mais intéressant. Ouais, je garde le grip et les questionnaires. Ils ont les questionnaires tous les jours à remplir et le grip, mais je pense que tu as raison, il faut être au contact des athlètes. Ça aussi, tu vois, tu me disais tout à l'heure, un préparateur physique, est-ce qu'il a besoin? Il a besoin d'ANAT, bioméca, physio, ok, mais il a besoin d'être au contact de ses athlètes. Je ne peux pas comprendre la préparation physique quand tu es à distance tout le temps. Alors, tu peux l'être de temps en temps. Moi, je suis des gens un peu à distance, mais je les vois régulièrement, ils reviennent, on échange tous les jours, donc il y a quand même cette proximité. Mais il faut être au contact parce que quand tu es au contact, tu perçois des informations qui sont importantes pour toi pour construire ta journée d'entraînement, ta semaine d'entraînement. Et si tu n'es pas au contact, tu ne le vois pas. Et les Voilà. questionnaires, tu prends lesquels? C'est toi qui as fait tes propres questions ou tu prends Ouais, des. alors on travaille avec une AMS là, et puis on a refait tous les questionnaires et on fait deux types d'analyses. La première analyse, c'est des analyses un peu classiques sur des tendances, tu vois, où on fixe des seuils par rapport à des tendances et je regarde ça. Et quand on est en compétition et que je suis pris un peu par les datas, l'entraînement, les déplacements, etc., ben, je travaille avec Stéphane Morin et on bosse sur du clustering derrière pour essayer d'aller voir en statistique ce que ça donne et pousser un petit peu plus loin la réflexion sur les questionnaires. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça nous donne des éléments de réponse, de savoir qu'est-ce qui se dégrade, comment, pourquoi. Mais là aussi, le seul petit souci, et c'est pour ça que je suis très attentif à ça, comme c'est du déclaratif, il faut absolument que le joueur joue le jeu dans ce qu'il va remplir. Et je le vois souvent quand on approche des grandes compétitions. Tu rentres sur les préparations aux Jeux Olympiques où l'effectif n'est pas encore là. Et ben souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a des joueurs qui vont essayer un peu de dénaturer les réponses parce qu'ils ne veulent pas vraiment que l'entraîneur sache qu'ils sont un peu fatigués, ils ont pas peur de ne pas être sélectionnés. Donc c'est pour ça que j'essaie vraiment de travailler sur les deux dimensions, tu vois, sur le côté questionnaire, sur le côté un petit peu avec du testing à moi, et j'essaye bon an mal an d'avoir le meilleur reflet de leur état de forme et Hmm. pour pouvoir transmettre ça aux entraîneurs, quoi. Ouais. Tu dirais que c'est quoi les plus gros changements que tu as pu observer depuis ton début en prépa physique à maintenant? Tu parles d'il y a 20 ans à maintenant. C'est ça. La multiplication des staffs, dans le staff, des rôles. Avant, il y a 20 ans, 25 ans, moi j'ai commencé en 2000, tu vois, donc il y a 25 ans bientôt. À 25 ans, tu es tout seul, tu es prépa, tu fais tout. Mais il n'y avait pas la techno, il n'y avait rien. Aujourd'hui, il y a plein de métiers. Aujourd'hui, tu vas dans un club de rugby pro, tu as le responsable muscu, le responsable data, le responsable vitesse peut-être, tu as le chef de la performance, etc. Même si j'aime pas ces titres-là, tu vois, responsable de la performance. Le responsable de la performance, c'est l'entraîneur en chef qui va décider vraiment des choses. Mais globalement, il y a plein de métiers. Il n'y en avait qu'un avant, et aujourd'hui, il y en a plein. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler.
mais ça veut dire qu'il faut aussi faire attention que ça aille pas trop loin. Tu vois, j'ai quand même cette notion aujourd'hui, dans les staffs, avant, on était 3-4. Moi, aujourd'hui, au hand, on est 15 dans le staff. Je sais qu'au rugby, ils sont presque une trentaine, tu vois. Mais je sais aussi, d'un autre côté, que Didier Deschamps, au football, bah, il veut limiter son staff. Ils ne veulent pas être beaucoup parce que plus il y a de staff, plus c'est complexe. Donc, je pense que c'est ça qui a beaucoup évolué. C'est qu'il y avait un seul métier. Aujourd'hui, il y en a plusieurs. Et qu'il faut faire un petit peu attention à ce que chacun donne son interprétation du joueur, du moment, de la journée. Et que ça va ralentir un petit peu les analyses. Alors, même si ça les approfondit, ça risque de dégrader un petit peu. Et il faut faire attention à la communication parce que c'est ce qui va être très complexe après quand on va faire remonter plein d'infos au head coach. Mm. Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de les synthétiser et que ça permette en fait d'avoir une bonne lecture pour enclencher la journée du lendemain. Voilà. Mm. Et tu vois, on parlait de charge d'entraînement en sport co. Comment toi tu fais pour la calculer cette charge, peut-être autrement que tout ce qui est ce dont on a parlé, test de grippe ou questionnaire? La charge d'entraînement, c'est complexe. Alors, ça dépend en fait ce que tu vas mettre dedans. Tu connais comme moi les modèles qui existent, notamment le modèle qui fait référence Bannister dans les années 75, enfin 75, avec son entrée qui était la charge d'entraînement, et puis une aptitude, un effet positif, c'était l'aptitude, l'effet négatif, la fatigue, et derrière, on avait la performance. Sauf que ça, c'était fait sur des modèles pour des sports individuels, des sports énergétiques, où on arrivait un petit peu à comprendre tout ça. En sport co, c'est vraiment très complexe. C'est déjà de se dire, OK, qu'est-ce qu'on met dans la charge d'entraînement pour passer régulièrement dans des clubs pro, dans pas mal de disciplines. OK, on quantifie de la charge d'entraînement à partir du GPS, par exemple. Mais tout ce qui est musculaire, sur les séances de muscu, ne sont jamais intégrés à la charge d'entraînement. Il y a plein de situations qui vont être faites sur le terrain, par exemple pour les avants en rugby qui vont faire 35 minutes de travail spécifique, qui ne va pas forcément être rentré dans la charge d'entraînement. Et en fait, on a plein de choses qui ne rentrent pas dans la charge, mais qui ont une influence sur la fatigue du joueur, ou en tout cas sur les réponses à la journée de travail. Et moi, je suis centré sur ce phénomène de dose-réponse, c'est-à-dire euh, j'arrive à mettre en place le plus de choses, tu vois. Donc ça, c'est complexe. En sport collectif, c'est très complexe. Voilà. Je n'ai pas vraiment de réponse. Alors, j'ai essayé de travailler sur des modèles, tu vois, sur la muscu. On l'a fait là, avec un étudiant qui a soutenu une thèse pour essayer de quantifier de la charge sur la muscu pour essayer de le rentrer avec d'autres data. C'est pas évident. Et puis après, il faut faire le lien avec l'état de forme, il faut faire le lien avec les blessures, il faut faire le lien avec la performance. Et aussi, là aussi, la performance en sport co, c'est quoi? Est-ce que quand je gagne un match et je suis performant, ou est-ce que quand je perds un match mais que l'effectif individuellement a été performant, je suis performant? Là c'est très complexe et on atteint des degrés de complexité qui sont très importantes. Donc là, encore une fois, j'ai pas vraiment de solution, mais il faut essayer de prendre plein de marqueurs, tu vois, et de regarder ce qui bouge et comment ça bouge pour essayer de quantifier ce qui a été fait dans la journée. Et là, le questionnaire peut te donner de belles réponses. Après, j'utilise d'autres choses, hein. J'utilise de la variabilité de fréquence cardiaque assez régulièrement pour voir un peu comment les gars se comportent au niveau de leur physiologie, tu vois. Ça me permet aussi, dans un deuxième temps, voilà, d'aller voir des choses. Après, il y a des biomarqueurs qui peuvent te donner des choses intéressantes, mais encore une fois, ça devient une usine à gaz après et tu ne peux pas tout faire au quotidien. Donc, je pense qu'il faut revenir à de l'essentiel et après te mettre plusieurs filtres. Voilà, c'est plutôt comme ça que je fais. Et tout ce qui est par exemple RPE, si tu as pas accès au GPS, tu crois ça? Parce que pareil, c'est aussi compliqué enfin compliqué, lourd peut-être à mettre en place parce que tu dois faire un RPE pour la séance, mais est-ce que tu dois pas splitter les différentes parties? Parce qu'évidemment, s'ils font une séance d'une heure et demie du sport et qu'ils finissent par un match tout terrain, bah, ils vont être fatigués, donc peut-être qu'ils vont être influencés de mettre une cote plus élevée, alors qu'en fait, ça représente pas la totalité de l'entraînement. Pareil en muscu, il faudrait faire un RPE pour la muscu également. Ce que, en fait, c'est là où je trouve ça complexe. Autant en sport d'endurance, c'est peut-être plus facile d'arriver à doser sa charge, mais en sport co, tu as l'impression que c'est tout ce que tu vas mettre en place, ce sera pas vraiment objectif. Et donc, est-ce que c'est réellement nécessaire de le mettre en place? Mais en même temps, si tu mets rien en place, tu es un peu frustré parce que tu aimerais arriver à. En fait, c'est un peu galère. Non, non, c'est galère. Après, le RPE, il peut avoir des bons côtés. Là, encore une fois,
Je mets 7, je mets 8, pourquoi je mets 7, pourquoi je mets 8, tu vois, déjà c'est complexe. Je mets 8 et l'autre met 8, mais c'est pas le même 8 parce que quand je mets 8, l'autre pense que 8, ça vaut différemment. Puis après, il faut faire attention parce que si tu fais par exemple du SRPE, où tu vas voir des unités arbitraires, tu peux très bien avoir 400 unités arbitraires sur une séance en faisant 5 fois 8 ou en faisant 8 fois 5. Tu vois, Ouais. tu fais 80 minutes RPE 5 ou tu fais 50 minutes RPE 8, tu vas avoir la même unité arbitraire. Et au final, si tu n'arrives pas à distinguer ça, c'est complexe. Et quand tu es au quotidien avec les joueurs, tu te rends compte, ben là, au final, que le 400 n'est pas du tout la même chose d'un côté de l'autre. Donc, attention au RPE, attention au SRPE. Mais quand tu débutes un peu dans la charge d'entraînement, pourquoi pas? Tu vois, why not? Mm. Why not? Tu construis ta dynamique de charge. Mais là, pour le coup, il faudrait vraiment individualiser. Et il faudrait vraiment séparer. Et quand je te dis séparer, c'est que scientifiquement même, regarde, le RPE, il prend quoi? Il prend une notion de difficulté de séance. Et le S, c'est la durée. Mais dans ta difficulté de séance, tu as déjà une sensation de volume. Parce que quand tu mets une note, elle dépend de l'intensité, mais elle dépend aussi de son volume. Et tu vas le remultiplier par le volume. Donc au Mm. final, c'est déjà un peu faussé. Donc bon, voilà, il faut faire un petit peu attention à ça. Mais pour commencer, si tu t'astreins à avoir des notes, à prendre des volumes d'entraînement et que tu essaies de les associer, que ben, ça peut être pas mal pour essayer de construire ça. Puis après, il existe plein de modèles que tu connais, tu vois, les modèles de Gabet sur lesquels on essaie de s'y appuyer, même si moi j'ai arrêté de le faire parce qu'il y a plein de dérives et que c'est pas top. Et on l'a vu avec les derniers papiers qui sortent. Donc, bon, ben voilà, on essaie de travailler autour de ça. Mais encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue, quoi. Mais je me dis, à quel moment tu vas te dire, je vais adapter les entraînements? Si par exemple, dans tous les tests, les analyses que tu as faites, remarques que peut-être les joueurs sont fatigués, à quel moment tu adaptes? Parce que par exemple, j'avais échangé avec Manu Lacroix qui me disait que lui, par exemple, des fois, il savait ses joueurs fatigués, mais comme la dynamique du groupe était bonne, il gagnait, etc. Donc en fait, ben, les résultats suivaient, les gars étaient bien en termes de résultats, mais fatigués dans ce qu'ils pouvaient analyser. Et à l'inverse, ils pouvaient savoir les joueurs très bien, mais les résultats ne suivaient pas. Et donc, à quel moment aussi, ça, tu te dis, est-ce que je reste dans ce que je fais, même si je sais qu'ils sont un peu fatigués, mais les résultats sont bien, la dynamique est bien. Ça aussi, c'est… Non, je pense que là, c'est vraiment des réponses au cas par cas, tu vois, avec le groupe que tu vas suivre. Si la dynamique est bonne, il vaut mieux pas trop la couper. Après, il faut faire attention parce que tu peux le payer un petit peu plus tard. Donc, il faut suivre un peu quelques marqueurs, regarder un peu comment ça évolue. Est-ce que c'est tous les joueurs, certains joueurs? Moi, je pars du principe en sport co que les régulations, on les fait pas trop, un petit peu, mais pas trop, tu vois, sur tous les entraînements collectifs. On a un souci, tu vois, si tu dois sortir 3 joueurs d'un entraînement collectif et que l'entraîneur il en a besoin pour des schémas tactiques, ça va être compliqué. Donc tu peux doser dans cet entraînement-là déjà, ok, mais c'est surtout peut-être des remédiations dans les moments un peu plus individuels où tu vas rajouter ou enlever un petit peu de charge pour certains qui en ont besoin. Et là, pour le coup, ça paraît intéressant en sport co de pouvoir réguler dans certains moments. Ce que tu ne ferais pas en sport individuel, où là, tu te dirais, OK, pendant 3 jours, je vais réguler. Mais nous, en sport co, alors il y a des fois, on pourrait réguler sur les charges globales. C'est-à-dire que si l'ensemble du groupe marque un peu la fatigue, je peux discuter avec les coachs en me disant, bah, OK, on avait prévu 4 blocs de 8 minutes de travail un peu intense sur tout terrain. On va en faire que 3 parce que je pense que ça suffira par rapport au niveau de fatigue que je vois. Ça, c'est une régulation collective et on le décide avec le staff au regard des exigences attendues technico-tactiques. Mais après, on peut faire des régulations en disant, OK, je vais mettre plus de rotation sur ce poste-là parce que les 2 joueurs sont un peu fatigués. Ça permettra de moins jouer et au final, de relâcher un peu de volume et d'intensité. Tu vois, c'est au cas par cas et ça dépend vraiment de la période dans laquelle tu te situes, des niveaux de fatigue que tu as pu regarder. Et là, bah, tu régules. Tu régules en discutant avec un staff et tu prends une décision collégiale. Et est-ce que, je sais pas si tu as déjà eu ça, mais je me dis parfois, peut-être que certains entraîneurs, imaginons, les résultats commencent à être moins bons, etc. Ils vont peut-être avoir cette appréhension de dire cherche pas trop les joueurs, alors qu'en fait, ça se passait peut-être bien quand il y avait un enchaînement de victoires et que là, comme il y a les résultats qui sont moins bons, comme si il fallait changer quelque chose. Est-ce que tu as déjà vécu ça et comment toi, en tant que prépa, tu t'adaptes parce que tu te dis en fait, bah, je faisais exactement la même chose quand on gagnait et là, parce qu'on perd, est-ce qu'il faut réellement diminuer la charge comme si on allait
on tombe un peu dans un truc où tu as peur de blesser les gars, ou si par exemple une blessure arrive à ce moment-là, bah, tu te dis ouais, faut peut-être doser, tu vois. Comment gérer ça en tant que prépa? Alors, ça dépend vraiment avec qui tu travailles. Tu vois, j'ai travaillé dans le foot pro, j'ai travaillé au volley, j'ai travaillé au hand et tout ça. C'est vraiment dépendant du head coach. Maintenant, je vais te dire, ma philosophie, c'est plutôt de dire il vaut mieux travailler un petit peu plus, tu vois. C'est toujours le réflexe d'un entraîneur de dire, enfin pour la plupart, ils vont te dire, OK, on va réduire un peu le volume, on va réduire un peu les entraînements, la fréquence, etc. Notamment dans le foot, tu vois, où j'ai passé 5 ans, ça a été toujours, on en fait un peu moins, on en fait un peu moins, alors que je pense qu'il faudrait qu'ils en fassent un peu plus, tu vois. Et je pense que le fait de plus s'entraîner, ça protège les joueurs. Ça protège les joueurs sur l'effet fatigue, ça protège les joueurs des blessures. Parce que s'entraîner plus, ça veut dire que tu t'exposes à la compétition en étant mieux protégé. Et moi, je crois beaucoup au travail, tu vois. Donc, c'est plutôt une tendance à l'inverse. Et ce que je fais là, ce que j'ai fait avec le volley pendant 8 ans et ce que je fais au handball là depuis quelques années, j'ai la chance d'avoir deux entraîneurs qui sont à l'écoute de ça et qui sont plutôt là-dedans. C'est de dire, on ne relâche pas la charge de travail. Même quand on arrive près des compètes, on n'est plus là en train de faire du bricolage pour essayer de faire en sorte, on rentre en affûtage. J'entends beaucoup ça. L'affûtage, ça marche pour les sports énergétiques quand ils s'entraînent 30 heures semaine. Mais quand tu vois des clubs de foot qui font des fois 8, 9 heures de séances par semaine, affûter, ça veut dire quoi? Réduire le volume, l'intensité, arriver à des choses de 50%, mais en fait, tu fais plus rien. Et pour moi, quand tu fais plus rien, tu exposes les joueurs à la méforme et à la blessure. Donc, j'essaie de faire en sorte qu'on maintienne du travail, même s'il y a des fois, les joueurs te disent, ah, là, Olive, j'aimerais bien qu'on relâche un peu, demain matin, on ne pourrait pas se reposer. Et en fait, quand tu leur dis, mais les marqueurs sont très bons, t'inquiète pas, tout va bien, tu as aussi la sensation, tu as peur de ne pas être bien, de ne pas tenir, mais au final, ça va et on va continuer à s'entraîner. Donc, moi, je prône un peu le travail. Je pense qu'il faut être vigilant et que des fois, ça nous amène à réguler, à dire, OK, là, on va enlever l'entraînement. Une anecdote, tu vois, c'est au volley où on avait enchaîné 18 jours sans récupération de travail en prépa parce que les marqueurs étaient bons et que ça allait. Et on n'a pas eu de problème, on a gagné la compète derrière. Les joueurs te disaient qu'il fallait alléger et au final, tout nous montrait qu'il ne fallait pas. Donc en fait, c'est vraiment dépendant du contexte, mais je pense sincèrement que si tu as une bonne lecture, tu vois, avec tout le monde et que tu as des marqueurs qui sont en place, ben, tu mets voilà, tu avances comme il faut avec tes joueurs, quoi. Donc, imaginons, tu es dans ce cas-là, un entraîneur, enfin le head coach te dit faire gaffe, etc. Toi, tu restes dans ta lignée. Ben, tout dépend comment il dit. S'il est vraiment très inquiet ou il dit voilà, moi, sur les 2 derniers entraînements, il n'y avait pas d'intensité, on sent les mecs qui sont morts, bon, on va changer de fusil d'épaule. Mais s'il a peur et que c'est juste une peur en disant bon, là, ça va, mais j'ai peur qu'on tape trop dedans, etc., ben, tu essaies de le rassurer, tu échanges avec lui, puis tu trouves un compromis. Et au final, j'ai juste envie de te dire, nous, on est là pour l'aide à la décision. Mais la décision finale, c'est lui qui va la prendre. Lui, il est là pour prendre des infos de tout son staff, que ça soit la vidéo, le staff médical, le staff technique, le staff prépa physique. Mais derrière, c'est lui qui va dire, OK, on maintient l'entraînement, on l'enlève. Tu vois, et je pense qu'il faut aider l'entraîneur à mieux prendre les décisions. Voilà. Bah, et j'en connais qui ont de très grandes expériences dans l'entraînement. Tu viens leur apporter juste un petit élément et après, c'est eux qui décident, quoi. Ouais. Voilà. Et quel type de travail tu fais quand, par exemple, il y a un enchaînement de matchs? Imaginons, bah, peut-être je ne connais pas les plannings exactement dans le handball pendant les grosses compétitions, mais imaginons peut-être dans les clubs où tu as fait ou les équipes nationales, quand tu enchaînes 2, 3 matchs par semaine, quel type de travail tu fais en prépa physique? Alors écoute, moi je suis un fervent défenseur du microdosing en fait. Et je vais te dire ce que je fais depuis des années en équipe nationale. C'est-à-dire que quand j'arrive proche d'une compète et pendant la compète, il n'y a plus de créneau identifié en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est que par exemple sur une compète comme les Jeux ou Championnat du Monde où on va être 3 semaines ou 4 semaines en compète, il n'y a pas mardi matin muscu, puis on individualise la muscu, et vendredi on refera un petit rappel de muscu parce qu'on rejoue, tu vois. Je suis à la carte et disponible pour tous les joueurs à des moments où ils se sentent. Et maintenant, je les connais tellement bien que je sais quand on arrive sur une compète que 48 heures avant, il y en a un qui va me demander d'aller faire un petit travail explosif. L'autre, ça va être 24 heures avant. L'autre, ça va être le matin de la compète. Et en fait, moi, j'aime bien ce microdosing. C'est-à-dire, tu es là, tu vas faire allez, 30 minutes, 35 minutes, max. Tu vois, petit échauffement. Tu vas faire des petits mouvements qui lui sont propres, sur lesquels il est bien, il se sent bien.
et ça te permet d'entretenir un petit peu les qualités physiques. Moi, je crois beaucoup à ce travail-là, tu vois. Après, quand on était en club, ça dépendait. Voilà. En club, on était obligé de mettre des créneaux un petit peu plus précis, mais je gardais aussi la capacité à prendre des gars, tu vois, et de dire, OK, tu as besoin d'un petit rappel là, alors qu'on a fait ça, ben, tu viens et on fera un petit truc en plus. Je pense que c'est très important d'être à l'écoute des joueurs, et donc je crois beaucoup au microdosing. Voilà. Je pense que c'est ce qui nous maintient dans la performance. Et donc là, c'est les joueurs qui viennent vers toi, qui te disent par exemple, j'ai besoin de ce type de travail ou ce type-là. Toi, tu fais automatiquement, tu vas dans son sens. Ou si par exemple, imaginons que ton analyse est peut-être différente, où tu dis, bah, peut-être que moi, je pense que tu aurais plus besoin d'un travail comme ça et pas celui que tu penses. Tu échanges avec eux ou tu restes. Après, là, en équipe nationale, c'est peut-être des joueurs aussi qui sont plus aguerris, qui se connaissent un peu plus aussi. Mais je parle peut-être dans des clubs. Est-ce que tu échanges avec lui ou il reste dans ce qu'il souhaite faire? Non, bah alors deux choses. Si c'est le club, j'échange avec lui. Tu vois, il peut arriver d'un autre club où il a vécu des choses. Je lui dis, écoute, moi je suis ouvert, qu'est-ce que tu as l'habitude de faire? On discute. S'il me propose quelque chose que je vois complètement incohérent, je vais dire, écoute, ça me paraît bizarre, montre-moi, on regarde, et puis j'adapte. Tu vois, je vais lui dire, écoute, fais plutôt comme ça, viens, on essaye ça, et on discute et on essaie d'affiner, tu vois, sur un continuum, on essaie d'affiner un petit peu la prise en charge pour que derrière, ça puisse être intéressant au regard de lui, de sa performance. Donc il y a beaucoup d'échanges quand même. Hein. Il y a des fois, il y a des joueurs qui arrivent avec des choses très arrêtées. Des fois, ils ne savent pas trop. On est dans l'échange. Voilà. En équipe nationale, je les connais maintenant. Ils arrivent et ils me disent, Oli, voilà, mercredi matin, j'ai besoin de faire un petit truc. Et moi, je lui prépare la séance et on échange autour de ça, tu vois. Après, j'échange avec tous les prépas des clubs. Donc, c'est assez simple de savoir ce qu'ils ont l'habitude de faire, comment ils travaillent, comment on peut travailler dans la continuité. Parce que je le dis souvent, moi, ce que je fais, c'est de la phase terminale, en fait. Alors, à part les Jeux Olympiques, où on est vraiment dans une prise en charge longue, où là, vraiment, il y a quelque chose qui est fait comme en club. Mais quand j'arrive là sur des championnats d'Europe ou championnats du monde, moi, je profite de tout le travail qui est fait dans les clubs. J'échange beaucoup avec les prépas des clubs et ils m'aident beaucoup. Hein, et c'est un réseau qui est très important parce que bah, c'est leur travail que je vais prendre en relais et que je vais mettre à profit pour qu'ils performent avec nous. Parce qu'au final, c'est l'athlète qui est au centre du projet, tu vois. Donc, et voilà, donc je suis entre les deux. Il y a des fois, je mets un peu la patte en disant, écoute, là, je ne le verrai pas comme ça, il vaudrait mieux comme ça. Mais on échange. On échange parce qu'il est capable de me dire, ouais, je suis d'accord avec toi, mais moi, au bout de 3 4 jours, par exemple, sur le squat, ben, ça me fait mal au dos derrière, ou sur le soulevé de terre, j'ai du mal, ou sur les épaulés, ça me fait mal. Eh ben, on essaie d'ajuster et on trouve des compromis qui le déchargent et qui font qu'ils se sentent bien parce que c'est important que l'athlète se sente bien avec cette séance-là. Donc, il y a aussi cet effet un peu placebo, tu vois, de venir à une séance et de croire en ce qu'il fait, parce que juste de croire en ce qu'il fait, ben, c'est déjà un gain important. Donc, moi, je suis plutôt là-dessus. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et imaginons, tu es en club, il y a peut-être 2, 3 séances de prépa collective, on va dire 2. Est-ce que si par exemple, il y a des joueurs qui vont te demander certains extras, etc., des joueurs qui te demandent aucun extra, tu les laisses gérer sans extra ou imaginons, on va aller chercher un peu plus dans l'extrême, il n'y a aucune séance de prépa collective, donc c'est uniquement si les joueurs veulent en fonction de leurs souhaits, etc., un joueur qui va jamais venir et qui peut performer, est-ce que toi, tu vas l'obliger à faire des séances ou tu serais d'avis de le laisser sans prépa? Peut-être qu'il gère et il fait pas de séance en muscu ou quoi. Ça dépend de la période et ça dépend du temps qu'il va y avoir entre ces périodes-là. C'est-à-dire que quelqu'un, moi j'en ai connu au club de hand là, qui n'aimait pas trop la muscu, qui n'aimait pas trop s'entraîner en muscu. Bon, c'est quelqu'un qui était relativement performant, tu vois, donc pas de souci avec ça. Mais quand je voyais qu'il y avait un peu trop de temps, je lui disais, viens, on va réactiver un peu, on va te remettre un peu dedans. Ça te permettra de moins descendre et de pouvoir maintenir ton état de forme. Et quand tu discutes avec eux comme ça, bah, tu arrives à les faire revenir un petit peu. Maintenant, tu les fais revenir un peu moins que certains. Et puis, il y en a certains, c'est une drogue, ils sont obligés de revenir souvent. Ils ont besoin de se sentir forts. Ils ont besoin de faire des choses qui les mettent en confiance. J'ai vraiment des profils complètement différents. Par contre, je suis assez vigilant à ce que ça ne se passe pas trop longtemps sans rien faire. Ça, c'est Mm. des choses que j'ai vues, tu vois, dans mes travaux quand j'ai repris ça en 2014. C'est qu'en fait, je pense que la préparation physique, notamment le travail de la force, si on peut un peu
aller plus spécifiquement, ça protège les joueurs de l'exposition aux hautes intensités, de sauts, de changements de direction, de collision et tout ça. Donc, je fais en sorte de regarder qu'il n'y ait pas trop de temps entre deux séances, parce que ben, des fois, pendant 15 jours, 3 semaines, déplacement, match, on arrive à rien faire. Ben là, je vais alerter un peu l'entraîneur en disant, bon, ça fait quand même un boucan qu'on n'a rien fait. Dès qu'on a une fenêtre de tir, on essaie de rentrer quelque chose. Et si j'ai des joueurs à risque, j'essaie d'aller les voir et de leur dire, écoute, là, viens, on va faire un quart d'heure, 20 minutes de travail et on va essayer de remettre un petit peu de choses parce que je pense que c'est important de les maintenir à flot là-dessus, quoi. Et pour justement la force, est-ce que tu as pu observer à partir de combien de temps il y a un déclin de la force et peut-être faire des rappels tous les combien de temps et sur combien de séries? Est-ce qu'une, deux séries sur un mouvement polyarticulaire suffit à maintenir un taux de force? Peut-être que ça va descendre au fil de la saison, mais tu gardes quand même un maintien assez important. Ouais, bon après, en club, on essaye. Moi, j'ai essayé de le faire à 15 jours, 3 semaines max, tu vois, parce que après, c'était un peu complexe. Après, ça dépend du temps qu'on te donne. Si la séance, tu as 1 heure et quart, tu as le temps, bah, tu peux faire deux, trois séries, tu fais deux, trois mouvements, et puis voilà, c'est très bien. Mais quand tu es sur du 30 minutes, 35 minutes et que tu n'as pas beaucoup de temps, bah ouais, tu vas faire deux séries. Après, tout dépend du profil du joueur, tu vois. Est-ce que c'est un pivot qui a besoin vraiment de se sentir très fort? Est-ce que c'est un ailier qui a besoin d'être très explosif? Etc., bah là, tu vas faire varier un peu ton rappel de force en fonction de son profil. Et je pense que c'est ça le plus important. Voilà. Et pour toi, on peut, en saison, développer des qualités physiques ou tu es uniquement sur un maintien pour essayer qu'elle diminue le moins possible? Non, tu développes pas. Tu développes pas, t'as pas assez d'impact pour pouvoir aller le faire, en fait. Parce que tu as trop de matchs. Moi, si tu regardes au handball aujourd'hui, tu as des mecs qui peuvent faire un international, il va faire 90 matchs, 100 matchs dans l'année. C'est beaucoup trop, tu vois. Donc, on n'a pas le temps de faire beaucoup de travail. Par contre, ce qui est bien au handball, c'est qu'on a les deux phases, l'été plus le mois de janvier en club, où tu peux travailler et remonter un petit peu tes indices. Mais là, des fois, en club, tu passes 3 semaines, un mois où tu fais pas de muscu parce que tu as trop de déplacements, trop de matchs et que c'est trop complexe, que l'entraîneur, il a besoin aussi de faire de la vidéo, de se rassurer un peu, etc. Donc, bah, il y a des fois, c'est très complexe, mais tu essayes, toi, tu vois, de dire et d'alerter en disant individuellement ou collectivement, allez, là, faut s'y remettre un petit peu. Mais voilà, on est autour de ça, quoi. Est-ce que c'est toi aussi qui gères tout ce qui est un peu récupération? Et si oui, qu'est-ce que tu mets en place? Quel protocole peut-être tu privilégies le plus? La respiration, le froid? Ouais, bah, il y a plein de choses. J'ai testé plein de trucs. Oui, c'est plutôt moi qui gère ça. En équipe nationale et en club aussi, on faisait ça. Après, ça dépend. Globalement, il y a plein de trucs sur la récup. Il y a des choses qui sont très bien. Il y a des choses qui sont plus placebo, tu vois. Si on parle du bain froid, par exemple, il y a des vrais effets sur le bain froid, notamment sur les niveaux de réactivation parasympathique. C'est super intéressant. Mais il y a aussi le froid, des fois, qui est mal vécu par certains. Ça aussi, il faut essayer de le mesurer, tu vois. La variabilité de la fréquence cardiaque permet de dire ceux qui sont bons répondeurs ou pas au bain froid. Et puis après, la récup de quoi? Aujourd'hui, on sait que le bain froid, après une séance de muscu, c'est pas top, qu'il vaudrait bien faire du chaud. Donc, tu essaies d'alterner aussi. Et puis, ça dépend le froid. Mais il y a plein de choses, en fait. Aujourd'hui, nous, en équipe de France, on a acheté un peu de matos. On fait de la compression. Alors, il y a des massages qui sont faits, même si on sait que le massage, c'est plus placebo qu'autre chose. Mais on a plein de petits trucs qu'on essaie de mettre en place et qu'on essaie voilà, de quantifier avec les joueurs. Maintenant, tu sais, la meilleure des récupérations, c'est aussi et surtout de s'intéresser à bien manger post-effort, de bien se réhydrater, de bien dormir, parce que c'est ça les vrais trucs en fait. Et quand je suis arrivé au handball, en fait, avec le staff médical qui est au top, on a travaillé là-dessus, tu vois, et on a changé la literie, on a changé les oreillers, on a fait évoluer énormément la nutrition. Ben, rien que ça, déjà, c'est des facteurs de récupération qui sont très importants et c'était la priorité. Et après, on va acheter plein de trucs, on va regarder ce qu'on fait et ce qu'on garde en déplacement qui nous permettent d'aller un poil plus loin, tu vois. Mais on s'est centré sur la priorité, quoi. Ouais. Chose que parfois les athlètes oublient que c'est les trois premiers piliers les plus importants Bien et sûr, on va plus chercher sur les dernières technologies qui viennent de sortir et les trucs un bien peu sûr, stylés. bien sûr. Bien sûr. Mais après, tu sais, c'est les gains marginaux, quoi. Mais il faut s'occuper d'abord des piliers, quoi. Tu vois, c'est ça qui est important. Et quand tu t'es occupé des piliers, ben après, si tu peux rajouter un peu de game ready, si tu peux rajouter un peu de pressothérapie, si tu peux rajouter de l'hydrothérapie et tout ça, ben ok, pourquoi pas, rajoutons des petits trucs comme ça, parce qu'il y en a qui sont sensibles à ces méthodes-là.
Pour moi, ça me va bien. Tu vois, tu parlais de méditation. Moi, j'ai fait faire un peu de Wim Hof, méditation, froid, respiration. C'est génial. Tu vois, moi, je fais régulièrement de travail un petit peu d'apnée en piscine, tu vois, avec les gars. Bon, ben, il y a des vrais effets intéressants. Mais encore une fois, c'est des petits trucs que tu vas mettre comme ça dès que tu pourras, parce qu'on ne peut pas le faire tout le temps. Et ben, tu essayes, tu vois, de le rajouter dès que tu peux. Mais on garde nos piliers pour vraiment être certain que ça puisse impacter l'enchaînement, parce que quand tu es en compétition, nous, en équipe nationale, c'est un match tous les 2 jours, tu vois. Tu joues, tu récupères, tu joues, tu récupères. Donc, il faut être certain d'avoir un petit peu gommé le match de la veille pour que le surlendemain, tu puisses reproduire et réitérer une performance à la hauteur des exigences, quoi. Mm. En pré-saison, je mettais pas mal de cohérence cardiaque. Couché, tu vois, les yeux fermés. Et là, j'en mets ouais, quand on enchaîne et qu'il y a des petites séances de récupération, etc. J'essaie d'en placer même quelques minutes. Je pense que ça fait un bien juste à tester. Ouais, En ouais, ouais, une, ouais. 2 minutes, tu es bien, tu prends du temps pour toi. Je pense que ça Ouais. peut Il y vraiment a, il y être. a- il y a ple- il y a plein de trucs autour de la respiration, juste sur la cohérence cardiaque, parce qu'on l'a fait avec un stagiaire là, qui va soutenir sa formation. Là. Le plus important, c'est de calibrer la cohérence cardiaque, c'est de calibrer les inspi et les expi en fonction de ta fréquence de résonance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu écoutes un peu tout ce qui se fait en cohérence cardiaque, là, si tu prends le 5-5 par exemple, le 5-5, personnellement, moi, ça me stresse. Parce que moi, j'ai une inspi qui va être autour de 3-4 max et une expi qui va être plutôt à 7-8. Et si tu me mets en 5-5, ben en fait, tu vas m'activer l'ortho. Et si tu m'actives l'ortho, tu ne me fais pas récupérer. Donc ça aussi, c'est des choses, tu vois, sur lesquelles on essaie de travailler pour dire, quand tu fais quelque chose, propose-le et que ça soit adapté à la personne. Donc j'incite les gens qui font de la cohérence, là c'est un petit message que je fais passer, mais à essayer de regarder quelle est la fréquence de résonance des mecs là, et Patrice là, qui va soutenir bientôt a fait un super travail là-dessus. Donc voilà, cohérence cardiaque oui, mais attention, 5-5 pas forcément adapté, 6-6 non plus, et qu'il faudrait mieux essayer de le calibrer individuellement. Voilà. Donc là, tu pourrais, par exemple, faire pour la cohérence cardiaque des secondes différentes entre l'inspire et l'expire. En Bien fait, là sûr. où la personne se sent bien. Eh bien sûr, parce que si tu la stresses en coupant l'inspi ou en la prolongeant, tu vas aller activer de l'ortho. Et alors que toi, tu veux être dans un moment de récupération, tu vas le stresser. Nous, on l'a montré avec Laurent Schmitt là, sur des mesures de variabilité de fréquence cardiaque. Ben, quand tu fais un enregistrement, ben, tu vois que ça ne récupère pas en fait. Tu vois que ça dérive parce qu'en fait, tu le mets sous stress. Tu vois, tu le mets sous stress physiologique. Et est-ce que tu penses que ça s'entraîne pas, ça? Alors, ça s'entraîne, mais le temps que tu y arrives, ben, tu n'auras pas fait de récup. Tu vois, donc il y a ça aussi. C'est là où il faut être le plus précis possible. Après, honnêtement, il vaut mieux faire du 5-5 pas forcément adapté que rien faire du tout. Mm. Voilà, ça aussi, c'est des choses à faire passer comme message. Mais c'est vrai que c'est intéressant et c'est clair que je me suis rendu compte quand moi-même je fais des exercices de respi, des fois en fait tu te forces et t'es là en mode Eh t'attends oui, juste eh oui, l'inspiration. eh oui, oui. Et puis tu sais, quand tu fais la respiration carrée, là où tu vas rajouter des phases d'apnée et tout ça, très bien. Mais encore une fois, adapté parce que ça peut stresser quelqu'un au départ. Et s'il met un mois pour, euh, pour s'adapter, eh ben, pendant un mois, toi, tu vas un petit peu trop le stresser. Mm. Voilà. Ouais, non, c'est intéressant. Et maintenant, l'autre thème qu'on avait décidé ensemble au préalable d'aborder, c'est tout ce qui est construire la relève, comme tu l'as bien dit. Donc, Mhm. travailler avec les jeunes athlètes, pour toi, c'est quoi les critères les meilleurs pour recruter un jeune joueur? Oh, c'est complexe comme question parce qu'il y a plein de critères. La perf, c'est multifactoriel. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'il faut qu'il soit bon techniquement, tactiquement, mentalement, physiquement? Tu vois, c'est très complexe. Surtout dans des âges, quand on parle de relève, tu vois, chez nous, c'est autour de 15 ans. En 15 ans, ils rentrent en pôle espoir. Mais en 15 ans, ils sont ni construits mentalement, ni construits physiquement, ni construits au niveau technico-tactique. Et donc, il faudrait, dans le meilleur des cas, évaluer toutes ces dimensions-là pour dire, OK, est-ce qu'on a un profil haut niveau? Et ça, c'est complexe. C'est complexe, et puis ça doit se faire avec des psychologues, avec des entraîneurs, et ça, c'est très difficile à mettre en place. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'il faut quand même, à un moment donné, qu'il y ait des gens qui rentrent dans les structures fédérales et qui rentrent dans ce qu'on appelle les couloirs de performance. Donc ça, c'est tous les travaux d'Adrien Sedeau à l'INSEP avec Clermès, pour essayer de dire, de regarder un petit peu quelle trajectoire vont prendre ces jeunes
pour pouvoir ne pas se tromper, tu vois, quand tu vas les détecter en fait au début. Et aujourd'hui, ce que j'en ressors, c'est que on est trop vite en train de détecter certains jeunes qui sont de début d'année parce qu'ils sont très matures, tu vois, versus des jeunes qui sont en fin d'année. Et je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, les papiers aujourd'hui et les résultats le montrent, c'est ceux qui sont souvent septembre, octobre, novembre, décembre, qui finalement sont les médaillés olympiques. Et les janvier, février, mars, avril performent quand ils sont jeunes et on les voit quasiment plus à la fin. Donc, il y a des vraies questions de fond à se poser là-dessus. Et dans une idée de détection, ce qui est important, c'est de ne pas louper certains. Donc, nous, ce qu'on fait maintenant, c'est que on a mis. Alors là, on a un étudiant en thèse qui est rentré, qui fait un travail remarquable là-dessus. On a essayé de regarder, tu vois, de réajuster en fonction de l'âge relatif les performances. C'est-à-dire, tu fais rentrer quelqu'un qui a 15 ans, tu l'évalues sur un 10 mètres en vitesse, par exemple, et ben son test, tu vas le recalibrer en fonction de l'âge relatif. Et quand tu le recalibres, tu donnes une information aux entraîneurs en disant, bon, si on regarde le test dans son sens strict, tu vas dire il fait partie des plus mauvais. Oui, mais il est du mois de décembre. Mais si tu recalibres le test en fonction de l'âge relatif, tu vas remonter le curseur de son test. Ça veut dire que tu vas dire, mais là, il rentre dans les 10 meilleurs, en fait. Et donc, tu donnes une autre lecture aux entraîneurs en disant, attention, lui, ça mériterait peut-être qu'on le suive. Voilà. Après, je te dis, il y a encore d'autres dimensions qu'il faut regarder, le côté technico-tactique, et ça, c'est les entraîneurs qui s'en chargent. Mais là, encore une fois, on a des joueurs qui peuvent être à maturité tardive sur la lecture de jeu, sur les savoir-faire techniques, etc. Donc, bon, ben là, les entraîneurs, ils suivent les joueurs. Et après, il y a cette dimension mentale qu'on n'évalue pas forcément, tu vois, avoir un mental de gagnant, de champion, etc. Parce que quand on a 15 ans, on est encore sur du jeu, se faire plaisir en jouant, le jeu délibéré et tout ça. Donc, voilà, il y a plein d'éléments aujourd'hui sur lesquels on essaie de pas occulter en fait le jeune, voilà, pour pas le louper, quoi. Mais c'est clairement une question hyper intéressante et très complexe parce qu'en fait, est-ce qu'au final, il faudrait pas faire des détections, mais en fonction de l'âge relatif uniquement et dire peut-être en U15, ben, tu as des U15 début d'année et une sélection U15 fin d'année parce que là, très clairement, tu vois dans toutes les équipes nationales, je pense dans un peu tous les sports, ben, des U15 et U16, c'est que des gars qui physiquement sont au-dessus du lot. Mais peut-être qu'un petit mec qui a 15 ans et qui est très chétif, eh ben, il va être 15 fois plus performant que ce joueur-là, qui peut être aussi un autre aspect où je pense qu'on est très vite fort physiquement dès ton plus jeune âge. Peut-être que tu vas plus te reposer là-dessus que sur le travail, chose que j'ai pu parfois rencontrer. Et en fait, ben, le gars qui était plus petit que toi, plus fin, ben, à la fin, après quelques années, il est devant toi et toi, tu n'existes plus alors que tu existais en U15, U16, quoi. Mais clairement, hein, puis ça a été montré et c'est d'actualité aujourd'hui. Et c'est pour ça justement qu'on informe nos entraîneurs pour dire arrêtez de sélectionner les premiers janvier, février, mars, avril pour essayer d'aller gagner des interpoles, pour essayer d'eux et ces deux. Et attention à ce que vous voyez à ce moment-là. Parce que ces jeunes sont développés très vite parce qu'ils sont précoces, mais puis ça, ils vont se faire doubler par les autres après. Donc n'oublions personne. C'est peut-être très intéressant à des moments. Mais ce qu'on ne veut pas, nous, aujourd'hui, en tout cas, c'est la démarche à la fédération, c'est de laisser passer le moins de jeunes dans les mailles du filet, tu vois. Et Mm. pouvoir se dire, ben, on a peut-être quelqu'un là, quand on recalibre un peu, qui peut être hyper intéressant et qui va se développer dans 2 3 ans et qu'il faudra remettre dans le cursus fédéral, quoi, tu vois. Donc Mm. ça, c'est hyper important parce qu'on est sur la relève de l'élite, quoi. Nous, aujourd'hui, on doit continuer à gagner des titres en équipe nationale. Et on le voit, là, on a des joueurs phares qui sont partis. Et quand tu as les Omeyer, Karabatic, Abalo, Guigou qui s'en vont, ça laisse un vide. Ce vide, il faut le combler avec la relève. Et la relève, il faut la préparer. Et aujourd'hui, on n'accepte pas que l'équipe de France, elle perde en quart de finale sur lequel il faut travailler, quoi. Mm. Et maintenant, quel type de travail tu peux faire si, par exemple, un enfant est prépubère, dans sa puberté, post-pubère? Est-ce que tu différencies le travail que tu vas faire avec lui? Oui, alors on a beaucoup travaillé avec Seb là-dessus, hein, Sébastien Rattel, qui fait partie de la cellule recherche. On a travaillé sur des modèles prépubères, pubères, post-pubères. On a travaillé sur les dimensions. Donc, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la force, au niveau de la vitesse, au niveau de l'endurance, etc. Mais ce qui m'apparaît le plus important, au-delà de ces
ces composantes-là qu'on commence à connaître maintenant, hein, parce que ça a été longtemps décrit, le DLTA canadien en a parlé, puis il y en a d'autres qui l'ont fait. Mais aujourd'hui, ce qui est le plus important, et c'est là j'attire l'attention de la plupart des entraîneurs, c'est sur le volume, la charge d'entraînement. C'est-à-dire que quand un prépubère, pubère, post-pubère s'entraîne, OK, on sait à peu près maintenant quel type de travail il faut faire dans des environnements où il faut protéger le joueur. Mais pour le protéger, notamment dans cette phase pubère où c'est là où c'est très complexe, ben, j'attire vraiment l'attention des entraîneurs sur le volume des entraînements. C'est-à-dire que quand on rentre dans une phase comme ça de fragilité maximale, eh ben, OK, on va pouvoir adapter le travail en fonction de sa fragilité, mais c'est aussi de réduire un peu les volumes. C'est-à-dire que si tu as l'habitude de t'entraîner 5-6 fois semaine, ben, c'est peut-être une période où il faut un peu réduire. Parce que la surcharge de travail, elle va être beaucoup plus problématique que de se tromper, tu vois, de qualité physique ou de méthode. Donc, j'essaye aussi de travailler là-dessus. C'est-à-dire, je pense aujourd'hui que les prépubères peuvent encaisser une charge de travail relativement importante. Ça dépend des disciplines, des habitudes, de la culture. Par contre, dès qu'ils rentrent dans cette phase pubère un peu complexe et de fragilité, là, il vaut mieux mettre un petit peu le frein à main pour réappuyer un petit peu plus tard. Et puis, de toute façon, ça rejoint ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est qu'on a des jeunes en fait qui vont performer un petit peu plus tard, mais au final, à part les sports précoces comme la gymnastique ou autre, ben, on n'a pas besoin de performer. Enfin, moi aujourd'hui, j'ai pas besoin que mon jeune il soit champion du monde quoi qu'il arrive à 17 ans. Par contre, je veux que quand il arrive à 22 ans ou 23 ans en équipe nationale, ben, il puisse prétendre à jouer, à être dans les meilleurs et continuer à faire performer l'équipe et que lui puisse avoir une carrière sportive professionnelle à côté, tu vois. Donc, y a vraiment cet élément-là et je pense que la clé, c'est vraiment les volumes de travail qu'on peut mettre, c'est-à-dire, tu vois, pouvoir bien s'entraîner en étant prépubère. Là, ils peuvent encaisser des choses. On le voit, ils ont des pouvoirs de récupération énormes, les prépubères. Sébastien en a parlé, tu vois. Donc, et derrière, par contre, les pubères, là, il y a un petit frein à mettre pour pouvoir réaccélérer derrière. Et je pense que si on fait ça, on ne se trompe pas trop par rapport à la physiologie de notre jeune qui est en train de se développer. Mais comment expliquer que au fil du temps, tu as de plus en plus de recherches qui montrent, par exemple, qu'il faut éviter la spécialisation précoce, et cetera, varier. Mais j'ai l'impression que de plus en plus, on va dans le sens inverse où dans les sports, tu peux observer des gamins de 13, 14 ans, même parfois peut-être moins, qui vont enchaîner dans leur club 3, peut-être 4 entraînements, plus la sélection de la région ou tout ce que tu veux, plus un match, voire peut-être un deuxième match parce qu'ils jouent dans la catégorie supérieure. Et donc, en fait, c'est des gamins qui font que le même sport à raison de 6 fois semaine. Enfin, est-ce qu'on va pas droit dans le mur Non, mais quand on fait ça ça? il faut lutter contre ça. Ça, c'est évident. Donc, ça veut dire que ça passe par la formation des entraîneurs. Mais quand ils sont jeunes comme ça, il faut absolument diversifier les pratiques. C'est évident. Maintenant, la diversification des pratiques, parce que je le pratique depuis que j'avais fait le volley et maintenant au hand, c'est complexe à mettre en place. C'est-à-dire que comment tu fais dans un club pour dire, bon, mais cette semaine, on ne va pas faire du handball, on va aller faire une autre activité qui demande des compétences, des installations, des créneaux. Donc, c'est pas évident, tu vois, à le mettre en place. Et là où on essaie, nous, d'aller un petit peu avec l'organisme de formation de la fédération et tout ça, c'est de dire, bah, formons nos entraîneurs à diversifier leurs pratiques. On a des créneaux, on a des lieux, c'est un gymnase. Ben, peut-être qu'au lieu de faire du handball aujourd'hui, on va faire autre chose. On va jouer au hockey ou on va faire un peu voilà, je ne sais pas, il y a plein de choses sur lesquelles on peut aller diversifier les choses qui permettent aux jeunes de développer un panel de motricité, tu vois, et qui lui permettent d'explorer tout un tas de motricités qui seront bénéfiques pour la suite, quoi. Est-ce que tu verrais un intérêt aussi avec des pros, peut-être l'équipe nationale, à faire une autre discipline à un moment donné de manière ponctuelle, mais autre que dans un but uniquement de changer de leur sport parce qu'ils sont tout le temps là, donc autre que dans un but peut-être psychologique? Ah oui, mais complètement, complètement. Après, le seul truc, c'est toujours mesurer avantage-inconvénient de ce que tu vas pratiquer. C'est-à-dire, je te donne un exemple parce que je l'ai eu fait plusieurs fois. Si tu pratiques des sports de combat parce que tu as envie d'aller te mettre pour faire des sports de combat, on le fait régulièrement nous on parce qu'on a quand même beaucoup de contacts, c'est super. Sauf que quand tu commences à faire des sports de combat, ça veut dire attention, on est cassé, attention, épaule luxée, attention aux doigts retournés. Et là, tu prends des risques dans une discipline comme ça, voilà. Mais encore une fois, c'est hyper intéressant, c'est hyper riche. Ça permet aussi d'aller voir d'autres choses, ça permet de décrocher mentalement, ça développe des compétences physiques différentes,
qui peuvent être intéressantes. Et là, le choix, ben, c'est toi qui dois le faire en fonction voilà, de tes ressentis et de ce que tu mets dans la balance. Tu vois, j'ai souvent ça, des coachs qui me disent, bon, allez, on va aller faire du VTT de descente, ça va être top, machin. Ouais, mais le bénéfice-risque, moi, le VTT de descente, je l'ai enlevé. Je ne le fais plus. Même si c'est une super discipline, on prend trop de risques avec des gens qui ne savent pas trop piloter, de tomber, de se luxer l'épaule ou de se faire un scaphoïde. Tu perds un mec pendant 3 à 6 mois. Donc, tu vois, c'est toujours entre les deux. Qu'est-ce que tu peux proposer qui permette d'aller voir autre chose, qui permette de se décharger aussi mentalement, mais de ne pas prendre trop de risques. Parce Mm. qu'il y a aussi ce côté-là, parce que on attend des résultats, quoi. Ouais, parfois, moi, j'aime bien aussi mettre, même en échauffement, tu vois, sur 10 minutes, tu mets, je sais pas, tu peux mettre des petits sports facilement accessibles avec peu de Bien sûr. matériel et puis ça change. Donc, c'est Mm. intéressant. C'est quoi les idées reçues quant à la mise en place de séances de muscu avec des jeunes? Donc, déjà, à partir de quel âge est-ce qu'on peut mettre des séances de musculation, préparation physique ou comme tu veux l'appeler, préparation athlétique, comme tu veux? À partir de quel âge on peut mettre ça et quelles sont les idées reçues qui sont souvent fausses à ce niveau-là? Mais on peut le mettre à partir de très jeune. La Fédération française d'haltérophilie, ils prennent leur première licence à 6 ans. Et il faut arrêter de croire que l'haltérophilie à 6 ans, ça va tasser tout le monde, ça va arrêter la croissance. Aujourd'hui, quand tu fais faire des exercices qui sont réfléchis, où il y a un travail postural, où il y a un travail du dos, de maintien, de gainage, de transfert, de coordination, tu n'es pas obligé de mettre des charges lourdes quand tu fais de la muscu, quand tu fais de l'haltéro. L'haltéro, c'est l'école du dos. Et on apprend à bouger. Et plus tu bouges, mieux c'est. Donc, moi, les jeunes, je leur ferai faire du travail postural, euh, mais dès le plus jeune âge. Il n'y a aucun problème. J'ai encore, tu vois, la dernière fois, rencontré des jeunes qui sont en pôle, peuvent être en deuxième et troisième année de pôle, où on n'a pas encore éduqué les mouvements. Et moi, je trouve que ça, c'est grave. Je pense qu'aujourd'hui, on doit aller vers ça. Pourquoi on doit aller vers ça? Parce que déjà, c'est de la protection, c'est du travail. Aujourd'hui, si tu veux faire de la force un jour, tu dois être prêt à l'encaisser, la force. La force, c'est faire un squat, mais un squat, c'est pas juste mettre un poids sur les épaules. Un squat, c'est aussi avoir un dos qui tient. C'est avoir des amplitudes importantes et de pouvoir aller sur ces amplitudes-là et de les supporter. Parce que qu'est-ce qui va se passer quand tu vas vouloir monter tes niveaux de force sur un squat et que ton dos il n'est pas prêt? Eh ben, tu vas aller vers des problèmes de dos importants, des lombalgies qui vont arriver, tu vas avoir un lumbago, tu vas avoir des hernies discales ou des protrusions discales et hernies discales. En fait, c'est pas ça. Et pour préparer notre jeune à supporter des contraintes, si tu regardes le handball, des accélérations, décélérations, des sauts, des réceptions, le volet, des sauts, des réceptions, ça veut dire qu'il faut être prêt à encaisser des hauts niveaux de force. Ben pour ça, il faut s'y préparer quand on est jeune. Donc, ça veut dire tout le travail de core training, il est hyper important. Tout le travail de mobilité, de placement technique, de consigne, ça, c'est hyper important et ça peut prendre beaucoup de temps. Et le travail de l'haltéro, on peut faire des semi-techniques relativement légers dès le plus jeune âge, qui permet d'avoir déjà de la gestuelle là-dessus, et on va d'autant plus développer de la force derrière quand on aura acquis ces choses-là au préalable. Donc, moi, je prône vraiment que chez les garçons et chez les filles, de manière très progressive, on puisse monter les niveaux de force. Je me suis occupé, tu vois, une petite anecdote, je me suis occupé d'un jeune qui est skieur, là, et qui, tu vois, aujourd'hui vient d'avoir 17 ans. Je l'ai récupéré, il avait 13 ans. Et quand je me suis dit, OK, skieur, ça veut dire quand même des grosses contraintes sur les membres inférieurs, le dos, tu vois. Et quand je suis arrivé, tu vois, son père m'a montré une vidéo de Kitzbühel. Il me dit, bah voilà, tu vois, le départ Coupe du Monde, tu vas à Kitzbühel, regarde. Il y a une petite vidéo qui traîne sur les réseaux, là, et qui te montre ce que ça veut dire Kitzbühel. Et tu te dis, ah ouais, le ski, c'est ça. Donc ça veut dire que si à 17-18 ans, ce gamin, il est capable d'aller vivre des choses comme ça, il va falloir le préparer. Mais il faut le préparer intelligemment. Et quand je dis intelligemment, il n'y a rien de fou. C'est juste te dire, je vais construire ces niveaux de force. Donc, quand il a 13 ans, ben, on faisait du squat éducatif, on faisait des mouvements haltéro éducatifs et on travaillait la montée des indices de force. Et j'ai mis 4 ans à les monter. Là, il est parti avec une espèce d'équipe de France C. Tu vois, il est de tête, là, il doit être 35e ou 38e skieur français. Tu vois, il y a Pinturo Noël en haut et lui, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait 170 au squat cul par terre à 17 ans. Mais on a mis du temps pour le faire. On a mis du temps et
Et je peux te dire que quand il a eu 13 ans, jamais je t'aurais dit qu'il pouvait faire ces barres-là. Par contre, on a construit progressivement ça pour que sur chaque saison, il puisse avancer par rapport au ski et par rapport à ce qu'il rencontre au ski. Et là, je sais qu'il aura encore besoin de monter ses niveaux de force. Et quand on regarde les meilleurs skieurs du monde aujourd'hui, c'est des mecs qui ont des grosses barres en muscu quand même. Parce que c'est important de supporter d'énormes contraintes avec des flexions spécifiques sur les genoux. Et on sait qu'il y a, grosso modo, sans dire d'erreur, tu as un skieur sur deux qui va se péter les croisés, quoi. Tu vois, sur la descente, par exemple. Donc, ça veut dire qu'il faut absolument préparer les jeunes à la muscu. N'ayez pas peur d'en faire. Et il y a beaucoup de papiers qui montrent qu'il n'y a pas de, il y a pas d'arrêt de croissance, en fait. C'est juste le faire de manière intelligente. C'est là où on se dit que beaucoup de gens auraient peur de faire de la musculation quand on est très jeune par peur de se blesser, alors qu'au final, faire de la musculation très jeune Bien va sûr. peut-être t'aider à moins te blesser. Mais bien sûr. Mais moi, je suis sûr de ça. Maintenant, attention, et je reviens à ça parce que c'est fondamental, et on en parle souvent avec Sébastien Rattel. Ce qui est important, c'est de bien construire ta méthodologie, c'est-à-dire à quelle fréquence tu vas l'entraîner, avec quelle méthode tu vas faire, à quelle charge et intensité tu vas donner. Ça, c'est important de bien comprendre comment tu le mets en place pour que ton jeune, dans ces phases en plus qu'il va traverser là, il puisse bien supporter les contraintes. Tu vois, moi, mon jeune skieur, quand il était dans son pic et qu'il était vraiment dans... Mais on a eu des moments où on a vraiment allégé parce qu'il a eu des problèmes au niveau du dos, parce qu'il a eu des problèmes au niveau du tendon rotulien. Ben voilà, là, on était en phase aiguë sur lequel il a fallu libérer un peu de la charge de travail. Et donc, ben, on a réduit un peu la fréquence des entraînements. On a mis moins de contraintes. On a un peu triché sur certains exercices pour que ça vienne moins un petit peu gratter, tu vois, sur les contraintes de cisaillement du genou. Bon, ben voilà. Puis après, tu t'adaptes dans la période qui traverse, mais tu continues à travailler parce Mm. que je suis persuadé que ça le protège. Ouais. Non, non, c'est clair. C'est important de le lire parce que Ouais, même si ça évolue, les mentalités évoluent, c'est encore très, très, très présent. c'est encore trop présent, tu as raison. Parce qu'en fait, on peut avoir peur d'un gamin, tu vas lui donner 2 haltères de 3 kilos, les parents vont peut-être avoir très peur, alors que si tu vas lui donner 5 pompes, ils seront très tranquilles avec ça, alors que Oui, et surtout, je vais te faire aussi un autre, je vais te le regarder, te le dire de l'autre côté. Aujourd'hui, ils ont peur quand on met une barre sur le dos, par exemple même à vide, pour faire un squat. Mais ça ne les gêne pas de les voir sur un terrain, faire un saut et réceptionner. Et quand tu regardes la puissance dissipée au sol, quand tu fais un squat, barre à vide, versus un saut à 50 cm de hauteur, où là, tu fais masse par accélération, et tu regardes la force au sol, ben en fait, pendant son activité, il a beaucoup plus de contraintes que pendant la muscu. Et les parents ne s'en rendent pas compte parce qu'il fait son activité. Il n'y a pas de charge extérieure, ils se rendent compte de rien, mais c'est plutôt l'activité qui est en train de le dégrader, tu vois. Alors que toi, le travail musculaire, il va le protéger. Et donc, bah, ça, c'est encore des trucs sur lesquels il faut aller. Et c'est des vraies idées reçues dans l'entraînement. Et quand je te parlais tout à l'heure de gestion de la charge dans les phases pubères, on travaille aussi avec nos entraîneurs pour dire faites attention parce que là, dans l'activité handball, il y a tant de sauts, tant d'accélération, tant de freinage, etc. Ça, c'est des grosses contraintes. Donc, si on pouvait alléger aussi ce côté-là, ça le soulagerait par rapport à la période dans laquelle il traverse. Et moi, à côté de ça, je peux mettre un travail physique peut-être plus adapté pour aider à encaisser un peu mieux ces charges-là. Et quand tu travailles main dans la main comme ça avec les entraîneurs, ben là, je pense que tu travailles de manière précise pour protéger tes jeunes. c'est certain. Et au-delà de ça, je pense même quand tu vas à l'école avec ton sac à dos, combien de fois le sac à dos il peut pas peser facilement 10 kilos, Tout voire à fait. plus avec les gros livres, et ça ne dérange personne, alors qu'une barre, tu pourras avoir une barre d'apprentissage qui pèse moins de 10 kilos. Mais bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder ce qu'ils font dans la vie de tous les jours et que toi, ton travail, il doit être de faciliter en fait tout ça et de le préparer à tout ça. Mm. Voilà. Non, c'est certain. Et dernière petite thématique que je vais aborder avec toi, c'est tout ce qui touche aux data qui sont de plus en plus présentes en préparation physique. Pareil, ça peut être, comme on a discuté un petit peu avant, ça peut être compliqué de savoir quelles data collecter, lesquelles prendre, comment les interpréter aussi. Pour toi, c'est quoi les données les plus intéressantes à collecter dans un premier temps? Alors tout à l'heure, on a un peu parlé, tu sais, du data sur les suivis, le monitoring et tout ça. Nous, aujourd'hui, clairement, dans le handball, après, je parlerai peut-être un peu plus large, hein, mais on a besoin de mieux comprendre notre activité, tu vois.
Aujourd'hui, alors toi aussi, le basket, il y a beaucoup de choses, mais aujourd'hui, on a besoin de mieux cerner ce que fait un sportif sur son terrain pendant 1 heure et quart, 1 heure et demie, 1 heure 45 d'entraînement, où l'entraîneur va mettre une thématique, le jeu de transition, où on va jouer sur la défense. Ok, mais ça coûte quoi? Ça coûte quoi en termes de déplacement? Ça coûte quoi en termes d'accélération, décélération? Ça coûte quoi en termes de collision? La collision, c'est une décélération franche. Bon, mais tout ça, on peut avoir des datas aujourd'hui. On peut avoir un peu de techno. C'est en train d'arriver massivement là, dans les sports indoor. Ça existe depuis très longtemps au foot et au rugby. Et nous, on commence à avoir accès maintenant à des données là-dessus qui nous permettent de mieux comprendre notre activité et donc de mieux cerner les besoins de l'activité pour mieux les préparer. Et en fait, aujourd'hui, dans la data, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça où j'essaie d'un peu de titiller les prépas physiques des clubs. Tu vois, on se challenge pas mal. Tous les 2, 3 mois, on se fait des visios, on échange là-dessus et on est tous d'accord sur la même chose. On a besoin de mieux comprendre notre activité parce que si on comprend mieux ce qui se passe sur un terrain tous les jours en termes de métriques parcourues, en termes de densité des mètres minutes, etc., ben, ça nous permet, nous, en tant que prépa, de dire, OK, ben, j'ai besoin de les préparer plus en faisant ça qu'en faisant ça. Tu vois, quand tu regardes en sport co, on a des postes bien identifiés. Bon, ben, moi, un gardien de but, il n'a pas besoin de faire la même chose qu'un ailier, ni qu'un pivot, ni qu'un arrière. Alors, ce que je te dis, j'enfonce une porte ouverte parce que ça se fait déjà un petit peu. On sait très bien qu'un ailier ne fait pas exactement la même chose qu'un arrière. Mais quand tu arrives à le quantifier, ben, tu arrives à construire une semaine d'entraînement qui peut être peut-être un peu plus adaptée. Donc aujourd'hui, je suis là-dessus, on est là-dessus, on essaie de faire entrer des partenaires pour faire en sorte que nos gymnases soient équipés, pour que derrière, on puisse avoir de la métrique, que derrière, on puisse mettre cette métrique en lien avec les aspects technico-tactiques, tu vois, et puis pouvoir essayer de mieux comprendre notre activité. Il y a des papiers scientifiques qui sortent là, qui sont vraiment remarquables sur ça, mais nous, en France, on est encore un peu à la ramasse. Tu vois, le Danemark, ils sont à fond là-dessus. L'Allemagne s'y est mis il y a 5 ans. Et ben, l'Allemagne commence à avoir des résultats maintenant. Nous, on a pris un peu de retard là-dessus en France. Alors, il y a un vrai problème économique, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu veux t'équiper d'un système LPS, parce que nous, on ne peut pas avoir le GPS, donc on va retrianguler à partir du LPS, ben, ça va rapidement coûter autour de 15 000 à 20 000 euros de location annuelle. Bon, tu dis ça dans un club aujourd'hui de hand pro, tout de suite, ça titille un peu, tu vois, parce que c'est un volume financier qu'ils n'ont pas l'habitude de mettre. Puis ça veut dire que derrière, il faut traiter les datas. Est-ce que le prépa physique qui est en place, il peut le faire ou pas? Souvent, non. Enfin, non en termes de temps, il aurait sûrement les compétences. S'il ne les a pas, ça veut dire qu'il faut payer quelqu'un d'autre. Donc, tu vois, on rajoute encore un poste qui n'était pas prévu. Donc, on a beaucoup de freins, donc économiques, humains, qui fait qu'on n'y arrive pas. Mais je pense que la data, elle nous permettrait de mieux y voir, mieux comprendre et mieux gérer le quotidien. Toi, tu es dans un club pro. Euh, si tu avais de la data tous les jours, tu pourrais te dire, en tout cas à l'entraîneur, voilà, peut-être que là, on a un peu forcé sur ces métriques-là, qui sont quand même des métriques qui coûtent. Tu vois, par exemple, les distances à haute intensité, les grosses accélérations ou décélérations, on en a un peu trop cumulé. Peut-être que là, il faudrait faire un entraînement qui soit un petit peu plus allégé sur ces métriques-là, parce que bah, on le sait très bien que si tous les jours tu fais max de distance, max de sprint, max d'axel, et que tu reproduis de manière continue ça tous les jours, tu ne vas pas arriver à des états de forme, tu vois. Donc, si tu as un peu plus de data là-dessus, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant dans notre sport. Et ça se fait beaucoup au rugby, ça se fait beaucoup au foot. Et on y voit maintenant même d'autres activités où ils viennent sur de la data pour mieux comprendre les exigences de la discipline, tu vois. Ouais, et puis même comment les interpréter, parce qu'en fait, tu vas avoir tellement d'informations, si au final tu les interprètes d'une mauvaise manière, tes datas, elles vont te servir, elles vont te desservir plutôt que te servir. Bien sûr, mais tu vois là, par exemple, à la Fédé, j'ai pris un ingénieur de recherche qui lui tag sur R, Python, etc. Parce que moi, je n'étais pas formé à Python et tous ces trucs-là, donc ça ne me servait à rien, j'allais perdre du temps. On échange énormément, tu vois, et je lui passe des commandes, tu vois. Je lui dis, écoute, voilà, j'ai récupéré de la data, moi j'ai traité ça, ça, ça. Derrière, il faudrait que tu puisses travailler là-dessus et montre-moi ce qu'on pourrait aller voir un peu plus loin. Parce que quand tu prends, par exemple, un match aujourd'hui, je vais avoir 50 000 lignes sur 15 colonnes. OK, mais qu'est-ce que j'en fais de ces datas et qu'est-ce que je donne aux entraîneurs? Parce que le plus important, c'est la visualisation que je vais donner à l'entraîneur derrière. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais extraire? Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce que l'entraîneur doit avoir derrière pour prendre des décisions?
Et comme tu viens de le dire, bah, ça demande quand même beaucoup de boulot pour les traiter, les organiser, les analyser et les rendre visuels de manière très synthétique et claire pour que le staff technique puisse les utiliser et construire la journée du lendemain. Donc là, bah voilà, on est dessus. C'est le job d'aujourd'hui, ça. Et on espère qu'on ira encore plus loin, mais pour ça, il nous faudrait encore plus de data régulière. C'est ce qui nous manque, donc il faut équiper tous les gymnases, clairement. Ouais, et puis au final, est-ce que les datas, tu les compares entre les différents joueurs, entre le même joueur lui-même, entre les joueurs du même poste du championnat, voir si peut-être le joueur de ton équipe est en dessous de ce qui se fait le mieux. Mais pour ça, tu as besoin d'avoir toutes les datas des autres équipes qui les partagent, Exact, etc. c'est exactement ça. Et pour être clair, aujourd'hui, moi, je rêve du tout data par rapport à ça. C'est-à-dire, on ne cache plus rien et puis on donne tout. On a quand même des problèmes de propriété intellectuelle, on a des problèmes aussi de concurrence, hein. Aujourd'hui, tous les clubs ou toutes les nations sont concurrentes pour les titres. Donc, moi, je le vois, hein, parce que je travaille un peu avec les collègues du rugby là-dessus. Aujourd'hui, la Ligue nationale de rugby se pose une grande question sur les datas. C'est super. Sauf que tu as quand même les dirigeants de clubs qui vont dire, bon, d'accord, là, mais ça veut dire que là, en gros, on va mettre toutes nos datas de clubs et d'équipes nationales au même endroit. Quid de, elles nous appartiennent plus? Quid, tu vois, de, ok, mais donc ça veut dire que n'importe quel club va avoir accès à nos datas aussi. Et ça risque de grincer un peu des dents parce qu'à un moment donné, on va arriver sur un problème clair, c'est que chaque club est une entreprise qui doit gagner et que même si on veut améliorer la lecture entre le club, les équipes nationales pour performer parce que c'est le même joueur, par exemple, ça laisse des petits problèmes de contingence sur la concurrence, tu vois. Et là, on arrive aussi à d'autres problèmes quand on va aller trop loin. Mais quelque part, l'idéal serait de pouvoir se les transmettre. Clairement, aujourd'hui, les vidéos, on se les passe, tu vois. On filme les matchs et puis moi, on récupère des matchs France-Danemark, ben, on récupère le match et puis le Danemark va récupérer son match. Ça veut dire que nous, on va pouvoir analyser notre jeu, mais aussi le jeu du Danemark. Mais le Danemark fait pareil, va analyser son jeu et le jeu de l'équipe de France. Donc, on le fait déjà d'échanger des données, tu vois, puisque tout est filmé, il n'y a rien qui est secret. Après, c'est est-ce qu'on va plus loin sur la data? Parce que moi, clairement, aujourd'hui, j'aimerais bien savoir ce que les meilleurs joueurs danois font en termes de travail à haute intensité, etc. Bon, ben ça, c'est encore secret défense. Il y a encore des choses qui sont bloquées. Est-ce que ça se libérera plus tard? Je ne sais pas. Mais je sais, par exemple, que dans les clubs, au rugby, ils commencent à se poser des questions de savoir si c'est vraiment bien, jusqu'où ça va aller, est-ce qu'ils ne vont pas tout perdre là-dedans? Et quand tu es en concurrence drastique pour être dans les meilleurs du top 14, être champion de France, etc., voire dans le football, bah, il y a des vraies questions de fond là, à se poser, quoi. Mm. Tu dirais que c'est quoi les plus grandes limites des datas? Une mauvaise interprétation. Parce que ça vient d'arriver, tu ne sais pas d'où ça vient. On sait qu'on a des erreurs de mesure, par exemple. Tu vois, il y a beaucoup de travaux qui ont montré ça. Aujourd'hui, tu fais de la data, tu mets deux GPS sur le même mec, tu ne vas pas avoir les mêmes données. Bon, ben, attention aux erreurs de mesure, parce que tu dis quoi aujourd'hui? Un handballeur, il parcourt 3,5 km ou il en parcourt 5,5 km? Si tu fais une erreur comme ça dans tes entraînements, tu vas le préparer pour des choses qui ne sont pas vraiment la réalité. Donc, on a un problème d'erreur de mesure, de reproductibilité. Et puis surtout, on l'a évoqué là, c'est OK, je vais les organiser, les analyser, et après, il va falloir que je fasse de la data visualisation. Mais c'est hyper dépendant de la personne qui va s'en occuper. Donc là aussi, attention, parce que qu'est-ce que je vais montrer? Et là, on ne va pas rentrer là-dedans, mais il suffit que ton graphe t'ait mis une mauvaise échelle d'ordonnées, où tu vas voir plein de fluctuations, parce que dans ton ordonnée, en fait, tu as mis trop de détails, alors qu'en fait, il n'y a pas de variation. Tu vois? Ben, suivant comment tu vas présenter, il y a un biais énorme sur la visualisation. Donc là aussi, attention, parce que ça, c'est les dérives de la data. Trop de data, mal interprétée, derrière, ça peut faire dire n'importe quoi. Ouais. Au final, même en lien avec ce qu'on a parlé plus haut avec les tests, etc., c'est toujours très compliqué d'être très, très, très objectif. On a des outils pour s'en rapprocher, mais je pense qu'il faut toujours faire un pas de recul, peu importe l'outil, peu importe le montant que coûte l'outil, de se dire, c'est pas parce que ça coûte 20 000 euros que je fais confiance aveugle et que l'humain est totalement à côté de ça. Non, mais bien sûr, et après, ce qui te protège, et j'espère que ça sera toujours le cas, parce que tu vois, il y a l'IA qui arrive, et on va aller à tout automatiser. Et moi, j'ai un peu peur de ça. Et je pense que ce qui peut nous protéger, c'est de garder le côté humain
tu vois, et le côté brainstorming dans les staffs. Parce que quand toi, tu arrives avec ta data et que tu as un entraîneur qui est consciencieux, tu vois, moi, quand je discutais avec l'entraîneur du volley ou que là, je discute avec l'entraîneur du hand, quand tu parles de data, ben, tout de suite, il t'interroge parce que lui va le voir d'un autre côté et ça te re-questionne sur ce que tu es en train de dire. Et je pense que ces échanges-là, ça te permet de faire un peu moins d'erreurs et de rester vraiment au clair sur les besoins et les attentes. Tu vois, parce que autrement, tu partirais vers en fait, des données mathématiques qui ne veulent plus rien dire, qui sont hors contexte. Le brainstorming humain, ça reste quand même quelque chose qui te garde, tu vois, vers l'essentiel, quoi. Mm. Et tu as anticipé ma dernière question qui était justement comment toi tu vois l'évolution future de la prépa physique, notamment justement avec l'intégration des IA, l'arrivée de plus en plus fracassante de l'intelligence artificielle, les data, etc. Bah, sur les datas, clairement, je pense qu'on n'aura plus de capteurs et que c'est tout la vidéo qui fera tout ça. Clairement, je pense qu'aujourd'hui, et on est en train de travailler dessus, mais il y en a déjà d'autres qui ont commencé bien avant. Mais je pense que l'outil vidéo te donnera tout. Tu vois, aujourd'hui, on arrive à recréer des jumeaux numériques, on arrive à faire des squelettones, on va avoir des vitesses angulaires, des amplitudes, des vitesses, des accélérations. Bon, tu vois, aujourd'hui, je pense clairement que la techno pourra aller très loin dans l'expertise de ce que l'athlète est en train de réaliser, que ce soit à l'entraînement ou en compétition. Maintenant, comment je vois la suite? La suite, elle est complexe parce qu'il y a plein de choses qu'on ne monitore pas en fait. Il y a plein de choses qu'on ne monitore pas. Et moi, franchement, il y a 20 ans, je n'avais pas tous ces problèmes. Aujourd'hui, je les ai sur tout ce qui est inconnu autour de l'entraîneur, autour de l'entraînement, tu vois, et autour de la vie du sportif de haut niveau. Parce que j'ai été sportif de haut niveau, tu vois, il y a longtemps. Mais aujourd'hui, le sportif de haut niveau, c'est plus le même. Il a beaucoup plus de sollicitations, il a beaucoup plus de choses à gérer. Et ça veut dire qu'il va falloir être encore plus précis sur son suivi. Donc, je pense que l'avenir, c'est rationaliser ce qu'on va lui demander en termes de suivi. Tu vois, on disait tout à l'heure, il faut aller à l'essentiel maintenant. Il faut arrêter de faire plein de choses, mais aller à l'essentiel. Mais surtout avoir un maximum d'informations sur ce qu'il va faire dans sa journée. Parce que il y a 20 ans, tu faisais que ton sport et il n'y avait rien d'autre. Et aujourd'hui, on fait plein de choses à côté. Il y a des vies privées, mais il y a aussi les sollicitations marketing, médias. Il y a plein de choses qui rentrent là-dedans parce que ça devient un business. Et il ne faut pas se leurrer. Hein. Aujourd'hui, on a des gens dans le sport de haut niveau qui gagnent beaucoup d'argent, même s'il y en a qui gagnent très peu et qui galèrent. Et ce sont des gens qui vont aux Jeux Olympiques. Hein. Donc, et c'est tout à leur honneur. Mais on a quand même un sport business qui s'installe. Et ce sport business, ça veut dire que notre sportif, il n'est pas tout le temps que concentré sur son activité. Et on le voit dans le foot aujourd'hui avec des gens qui gagnent énormément d'argent, ou même le rugby. Eh ben, ils se laissent tenter par d'autres choses. Ça va aller faire de la pub à gauche, à droite. Ils vont faire des investissements et tout. Ça leur prend du temps, ça leur prend un peu d'énergie. Et ben, parfois, c'est aussi ça, l'avenir, c'est faire avec tout ça. Et quand je dis faire avec tout ça, c'est aussi se dire que nos jeunes, il faut faire ça avec ça aujourd'hui. Tu vois, les jeunes qu'on a, nous, en pôle, c'est des gamins qui passent 4 à 5 heures sur leur portable. Bon, ben, 4 à 5 heures sur un portable, on ne le faisait pas il y a 25 ans. Ben, comment tu l'intègres dans ton modèle d'entraînement, dans ton modèle de perf? Parce que tu vas leur dire, c'est pas bien, mais ok, mais c'est la vie d'aujourd'hui, tu pourras rien y faire. Tu pourras le limiter en disant, ben, là, vous êtes en internat, on pose des téléphones, on est en salle de muscu, on pose des téléphones et tout ça, mais ça ne se fait pas partout déjà. Et puis, il faut aussi apprendre un petit peu à vivre avec ce nouvel environnement. Et donc, ben, je m'interroge un peu, tu vois, sur ce qu'on va pouvoir vraiment impacter dans l'avenir. Donc, être essentiel et précis, je pense que ça sera comme ça qu'il faudra faire. Mm. Non, non, c'est clair. Et est-ce que tu as peut-être des choses qu'on n'a pas abordées, même si on pourrait aborder encore des choses pendant, pendant 20 heures, mais est-ce que tu as peut-être des choses que tu aimerais dire qu'on n'a pas abordées? Non, tu sais, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui m'intéressent dans cet entraînement-là. Mais pour revenir à ce qu'on a dit au début, je pense que, enfin, on est passionné, tu vois. On fait un métier de passion. Moi, je fais un métier de passion. Ça fait 25 ans et je ne suis pas las, tu vois, de faire mon métier. Je suis toujours content d'animer. Je suis toujours content de réfléchir à des programmations, à faire quelques évaluations par-ci, par-là. Toujours content de partir en compète, tu vois. Même si maintenant, ben, je me fais un peu plus vieux et que quand ça fait 25 ans que tu fais ça, tu as peut-être envie de passer la main un jour, tu vois. Là, je me projette en disant, OK, je vais essayer d'aller à Los Angeles si tout le monde veut me garder, et puis derrière, on verra bien.
parce qu'à Los Angeles, j'aurai 58 ans, mais qu'il faut laisser aussi la place et qu'il y a des jeunes qui arrivent et qui sont talentueux et que tout va bien. Mais je pense qu'il faut être passionné. C'est un vrai métier de passion. Il faut constamment rester en alerte, échanger. Tu vois, moi, j'échange beaucoup avec les collègues sur tout. J'essaie de lire des papiers scientifiques. J'essaie de faire des petites manips à gauche, à droite et de tester des choses. Le jour où ça s'arrête, je pense qu'il faut arrêter ce métier. Voilà. Mais c'est la passion de notre métier et je trouve qu'on fait un super job, quoi. Voilà. C'est clair. Ben, merci beaucoup pour ton Merci temps. Sylvain. Ouais, c'était C'était top. super sympa, ouais. Super échange. Ouais, merci Sylvain. Et puis bravo pour tout ce que tu fais. Je trouve que c'est super intéressant. J'avais pris le temps d'aller voir un petit peu les invités et je trouve que c'est super parce que ça permet aussi voilà, de donner de l'info, de continuer à échanger entre collègues et je trouve que c'est vachement important. Et quand on en parlait un petit peu en off hier, il y a encore plein de gens que tu peux aller interviewer et qui sont top. Tu vois, on parlait des data, ben, tu peux aller contacter Adrien et je pense qu'Adrien, il va te faire un super truc. Et aujourd'hui, voilà, faut qu'on échange, il faut faire passer de l'info. Donc, merci pour les podcasts que tu fais, c'est cool.